Hello à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui, on va voir un format un peu spécial. Je vais répondre à vos questions. Chaque semaine, nous envoyons une newsletter à laquelle vous êtes très nombreux et nombreuses à nous répondre et à nous poser des questions. Aujourd'hui, je vais répondre à un certain nombre de questions que vous nous posez. Ce format, je l'ai appelé Ask Me. C'est parti. On commence tout de suite avec la première question. J'ai du mal avec les ETF. Peux-tu me dire comment je peux faire pour trouver un ETF basé sur l'hydrogène, l'or ou le pétrole? Merci. Alors, concernant l'or, tu seras donc sur un ETC si tu veux être directement axé sur la matière première. Pour ce qui est de la recherche, je te conseille de passer par un sélecteur d'ETF. Par exemple, tu peux passer par celui-là. Tu cliques sur le lien qui s'affiche sur la vidéo ou sous la vidéo. Ça va te permettre de faire une première sélection. Très important, va toujours vérifier les informations sur le site de l'émetteur. Tu dois le faire systématiquement. C'est aussi valable pour le pétrole et l'hydrogène. Même si pour ce dernier, tu auras plus de facilité à trouver un ETF qui est axé sur les entreprises qui le traitent ou qui extraient l'hydrogène directement. On passe tout de suite à la question numéro 2. La vie étant assez faite, si je dois hériter d'une forte somme d'argent, est-ce que finalement c'est plus intéressant pour moi de remplir instantanément mon PEA? Ou quand même, est-ce que c'est mieux de faire un DCA sur une année, mais avec un fort apport par mois? Ou alors, mieux vaut-il peut-être se tourner vers des produits spécifiques comme l'assurance vie? Alors, tu peux remplir ton PEA en le lissant sur un an, ça sans problème. L'attention particulière que tu dois porter, c'est du côté des frais. Une assurance vie, ça peut coûter cher. Par exemple, une assurance vie en gestion libre où tu choisis toi-même tes actifs, c'est beaucoup mieux, c'est même préférable à une assurance vie en gestion pilotée. Bon, après, tu ne vas pas forcément que remplir ton PEA, tu vas aussi lisser ton apport sur l'entièreté de ton portefeuille. Donc, il est préférable de bien le définir. Alors, la question numéro 3, elle nous vient de Philippe. Je vous la lis. Il est toujours cité le S&P 500 comme la valeur référente des investissements, mais qu'en est-il du MSCI World? Le fait qu'il soit positionné sur l'économie de 23 pays est constamment oublié lors des événements de marché, guerre perpétuelle, famine, tensions politiques. Quel est son impact? Comment réagit-il vu qu'il détient 70% du S&P 500? Baisse-t-il et remonte-t-il aussi rapidement que le S&P 500? Ce serait cool qu'on en parle aussi. Ok Philippe, donc question intéressante. C'est vrai, le S&P 500 est très mis en avant parce qu'il domine pratiquement l'intégralité des marchés. Mais oui, le MSCI World n'a pas à avoir honte. C'est un actif qui est très performant et qui offre une très grande diversification. Comme tu l'as dit, pour ce qui est de la remontée lors des crises, elle est rapide, quoique un peu plus lente que pour le S&P 500. Exemple concret, le Covid, par exemple, pour le S&P 500, la chute a commencé en février 2020 à peu près, et on a retrouvé le niveau pré-crise en août 2020. Là où le MSCI World, on l'a retrouvé en janvier 2021. Il faut savoir que les USA sont très présents, mais il peut y avoir des disparités par pays qui influent sur la reprise. Le plus gros avantage du MSCI World, c'est cette très forte diversification qui va t'exposer à des croissances massives de certains pays. Et donc, c'est très profitable. Donc, question numéro 4 qui a été posée par Olivier. Bonjour Jody, je suis en train de bâtir un portefeuille type Ray Dalio. Et à ce titre, je cherche actuellement notamment mes ETF, obligations long terme à hauteur de 40% et les obligations moyen terme à hauteur de 15%. Et mon ETF or, 7,5%, j'ai identifié les ETF suivants. Donc on a les obligations long terme. Donc en premier ETF, on a donc l'Amundi Euro Gouvernement de Bond. Donc c'est un ETF à 10-15 ans, ETF obligation gouvernementale. Amundi Euro Gouvernement sur 15 ans et plus. On a l'iShare and Treasury Bond sur 20 ans. Donc ça c'est les ETF long terme. Obligations moyen terme. Donc on a l'Amundi ETF Gouvernement Bond 7 à 10 ans. Et l'Amundi Euro Gouvernement Bond en accumulatif. L'Amundi US Treasury Bond 7 à 10 ans et Treasury Bond 7 à 10 ans plus un ETF physique sur l'or. Ok, peux-tu me donner ton avis sur ces ETF ETC? Est-ce qu'il y en a à éviter? Pour l'or, il s'agit d'un ETC et non pas d'un ETF. Penses-tu que cela amène un risque ou as-tu des éléments particuliers à me partager par rapport à ça? En ce qui concerne les ETF obligations, ne devrait-il pas gentiment suivre le taux de rémunération prévu via les taux d'intérêt des différentes obligations qui composent chaque ETF? Alors la réponse pour toi Olivier, il faut voir en premier lieu quels pays sont majoritairement axés tes actions. Parce que je vois que concernant les obligations, beaucoup d'obligations européennes, le seul problème dans ça, c'est que pour profiter pleinement d'une corrélation négative, il faut que tes actions et tes obligations soient sur le même pays.
Par contre, dans tes ETF, il y en a deux qui sont à éviter. Le Amundi US Treasury Bond 7 à 10 ans, donc celui-là, ainsi que le iShares Physique Or GBP Edge ETC, parce que, comme dans leur nom, leur nom l'indique, ils sont hedgés. Donc ça signifie que ton émetteur va faire des mouvements à l'intérieur de va-et-vient entre ta monnaie et la monnaie de référence de ton ETF. Donc le problème, c'est que ces mouvements, ça engendre des frais de change et qui sont pris évidemment sur tes rendements, donc ils vont entamer ta performance. Pour l'or, tu as bien fait avec un ETC, tu es sur la matière première et non sur les entreprises qui la traitent, donc ça c'est bon, pas de problème à ce niveau-là. Et pour le taux de l'obligation, oui, une fois arrivée à terme, elle est rachetée par l'État ou l'entreprise qui l'a émise. Ensuite, les fonds sont réinvestis au sein de ton ETF pour les ETF capitalisants. Mais n'oublie pas que entre l'émission et le rachat, c'est toujours la loi de l'offre et de la demande qui rentre en ligne de compte. C'est pour ça d'ailleurs aussi que le prix bouge. Question numéro 5. Bonjour Jody, je suis un peu perdu dans le monde crypto, mais peux-tu me dire si, pour commencer, placer un DCA sur du BCI 10 est un bon moyen de débuter? En parallèle, est-il cohérent d'investir sur du Bitcoin et de le stacker par la suite? Merci pour ton retour. Alors oui, c'est un très bon moyen de commencer dans le monde de la crypto. Ça va te permettre d'être positionné sur les plus grosses capitalisations crypto. Ça va te permettre également d'avoir un ajustement régulier, donc une gestion passive. Oui, tu peux acheter du Bitcoin en parallèle, si tu y crois sur le long terme bien sûr. Par contre, le Bitcoin ne se stack pas, pour information. Question numéro 6, question très intéressante. Depuis l'arrivée des institutionnels sur le marché du Bitcoin, qui sont venus avec des grosses masses d'argent pour acheter d'énormes quantités de Bitcoin et vendre leurs ETF Bitcoin, je me pose une question. Leur arrivée, 14 ans après la création du Bitcoin, n'est-elle pas choisie pour auto-réguler le Bitcoin et faire la pluie et le beau temps du Bitcoin pour les décennies à venir? À chaque halving, le Bitcoin est censé ne plus descendre en dessous de son nouveau support. Pourquoi le marché le fait-il chuter? Est-ce un calcul des institutionnels pour le manipuler à leur guise? Alors non. L'arrivée des institutionnels est surtout liée à la forte demande des clients. N'oublie pas une chose, c'est que le monde de la finance, c'est avant tout un business. Donc, comme je le dis souvent, si à l'heure actuelle, on trouve autant de téléphones en circulation, c'est à cause de la demande. Donc s'il y a autant d'ETF à disposition, avec une sélection des entreprises pour leur valeur économique ou éco-responsable, je pense notamment aux ETF ESG ou SRI en réduction fossile, c'est pas pour les beaux yeux des animaux de la banquise, mais pour satisfaire bel et bien une demande. Les ETF crypto sont les premiers disponibles aux USA, mais ne sont pas les premiers sur le marché. Il y en avait déjà 18, je crois de souvenir, en circulation, avec certes des frais très élevés et non disponibles aux USA. Ces nouveaux ETF ont juste ouvert les portes. L'objectif des émetteurs, c'est aussi de prendre leur commission sur la gestion. Donc le prix corrige naturellement. N'oublie pas que nous avons aussi atteint l'ATH du Bitcoin avant même le halving. Pourquoi? Parce que le marché a absorbé cette nouvelle vague d'investisseurs avant, sans oublier toutes les personnes qui se sont ruées dessus juste après l'annonce. N'oublie pas également une chose, c'est que le marché, historiquement parlant, a toujours connu, suite au halving, une sorte de correction, une accalmie un peu avant la hausse. C'est normal parce qu'il l'anticipe. Les cours ont une mémoire. Autant dans le monde des cryptos, tu as les holders de premier ordre, ceux qui étaient là au début, en 2009, qui commencent à encaisser une partie à chaque halving, mais tu as aussi une forte demande en parallèle. Sans oublier, bien évidemment, les annonces économiques, parce que, bien évidemment, l'inflation stresse toujours le marché, et que ce soit en bourse ou en crypto. Un bull run, ça dure toujours plusieurs mois entre le halving et le nouvel ATH, et ce, à chaque cycle. Donc, rien de surprenant à voir l'histoire, encore une fois, se répéter. Question numéro 7. Dans un contexte très incertain, où beaucoup parieraient sur un effondrement du système bancaire, que conseillerais-tu à une famille qui n'a pas grand-chose à investir, mais qui souhaiterait avoir d'autres alternatives à la monnaie en cas d'effondrement du système pour déjà avoir de quoi se nourrir, le temps qu'autre chose prenne la place? Ah écoute, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de te former, ce qui va te permettre de savoir comment faire pour investir ton argent, que ce soit dans le monde de la finance traditionnelle, que ce soit dans le monde de l'or, que ce soit dans les métaux précieux ou encore les crypto-monnaies.
Après, attention à une chose, c'est ne pas confondre un effondrement économique du système bancaire mondial, où là, on retourne littéralement à l'âge de pierre avec la réapparition d'un système de troc, un partiel effondrement, où ça ne touche qu'un pays. Au passage, diversifier son portefeuille et le faire fructifier, c'est la clé. Et en troisième cas, ne confond pas également tout ça avec une redistribution des cartes. Ça a eu lieu déjà quand on est passé des reconnaissances de dette aux pièces et aux billets. Ok, là, on retourne loin en arrière, encore à l'âge de pierre ou presque. Mais ce qui est important, c'est de faire travailler son argent. Même de petites sommes, c'est mieux que de ne rien faire. Question 8. Jeudi. J'aurais voulu comprendre les mécanismes des reports des dividendes des actions constituant le portefeuille des ETF, invisible pour le porteur, merci, et bravo pour les nouveautés. Ok, alors, bonjour à toi. Dans un ETF capitalisant, les dividendes, au lieu d'être versés, et donc de déclencher une flat tax, et en plus de faire baisser le cours de l'action, au passage, sont réinjectés dans ton émetteur d'ETF. Ton émetteur d'ETF va racheter des parts de chaque action qui compose ton ETF. On dit invisible au porteur, mais en vrai c'est faux. En fait, tous les ans, par semestre, tu as le bilan comptable de ton ETF qui est publié. Dedans, tu vas retrouver le rééquilibrage. Le rééquilibrage, je rappelle, c'est la sortie de certaines sociétés, l'augmentation des parts d'autres sociétés, etc. Ainsi que le montant des dividendes perçus et leur nombre par part. Le gros avantage, c'est que tout est visible dans le document. C'est complètement indigeste, c'est dégueulasse, mais c'est visible. Et surtout, tu ne déclenches pas la flat tax, qui est littéralement la pire horreur que le monde ait portée, fiscalement parlant. Voilà. Et en plus, tu as créé un double effet boule de neige, ce qui est largement profitable et appréciable. Deuxième question. Bonjour jeudi, je suis bloqué. Je n'arrive pas à acheter du gold ou des matières premières sur DEGIRO. Je ne suis pas éligible à ETC. Que dois-je faire? Je n'arrive pas à modifier ça, j'ai un portefeuille 100% action. Bien. Bonjour. Alors sur DEGIRO, tu as un test qui existe de connaissances à passer pour pouvoir débloquer l'accès aux ETC. Il est disponible dans ton profil d'investisseur, sur l'application téléphone ou sur l'ordinateur. Le test, il est là pourquoi? Il est là pour protéger les investisseurs non avertis des risques, débutants, et contrairement aux actions, dans un ETC, tu es sur le cours direct de la matière première. Donc c'est un mécanisme qui est un peu plus complexe derrière. Et la réglementation européenne oblige les courtiers à s'assurer du niveau de connaissance suffisant des investisseurs pour leur proposer ce type de produit. Dixième et dernière question. Bonjour jeudi, depuis que j'ai suivi ton challenge de 5 jours et acheté ta formation Liberté Absolue, que je n'ai pas encore débuté, ça c'est pas bien, bravo. Ça va pas ou quoi? Je me suis mis à la lecture des livres de Robert Kiyosaki ainsi que celui de Mary Buffett et les 7 secrets de Warren Buffett pour devenir riche. Et les stratégies sont différentes. Robert Kiyosaki préconise l'immobilier locatif pour obtenir un rendement, quelle que soit la tendance du marché, avec des effets leviers, amélioration et modernisation des logements. De son côté, Warren Buffett dit la diversification est une protection contre l'ignorance et investit dans des grandes entreprises telles que Coca-Cola, Kraft Foods, encore American Express, blablabla. Ok. Mes questions sont les suivantes. Que penses-tu de ces stratégies et avec ce qui se passe actuellement sur le marché boursier? Que faut-il faire pour les débutants comme moi? Investir ou attendre? Merci par avance pour tes réponses qui me seront précieuses. Alors ma réponse ça va être assez simple. Robert Kiyosaki est un partisan bien connu de la pierre. C'est ce qui lui a permis de mettre le pied à l'étrier. Et comme tu le verras dans son livre, le cadran du cash flow, dedans, il parle de la diversification dans la finance. Warren Buffett, quant à lui, il a fait le chemin inverse. Il a d'abord investi dans la bourse, donc il a fait du stock picking. Donc il a choisi les entreprises dans lesquelles investir, puis il a diversifié dans la pierre. Tout ça pour dire que ce sont des incontournables. Que tu sois dans le domaine de l'immobilier locatif ou dans celui de la bourse, tu te crées des actifs qui peuvent par la suite te permettre de jouer sur le levier de la dette. De nos jours, pour l'immobilier, tu découvriras qu'il y a des outils qui n'existaient pas encore à l'époque où Robert Kiyosaki a écrit son livre. Tu verras, et encore plus avec le pack Liberty Bourse quand tu vas le débuter rapidement, tu vas développer ton portefeuille bourse et avec une gestion plus simple que Buffett, qui lui prend le temps d'étudier profondément chaque société avant de se lancer. Et aussi, tu vas utiliser la tokenisation immobilière pour te créer un portefeuille immobilier rentable, sans oublier, bien évidemment, l'incontournable que tout le monde connaît, la crypto-monnaie. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo, on est arrivé au terme de cette session Ask Me. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si
vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer des prochains contenus qui seront publiés dans les semaines à venir. À très bientôt, prenez soin de vous, ciao.